Oui, et c'est là où j'étais tellement content de rencontrer le travail de Newberg et Waldman, Mhm. parce que, effectivement, j'ai envie de dire, je m'étais approché de cette porte par mes recherches en santé publique, Mhm. mais eux avaient défriché un territoire au moment où j'ai découvert leur existence qui correspondait exactement à là où mon questionnement s'était arrêté. Mhm. Alors, je vous raconte juste un peu l'histoire de Newberg et Waldman, parce qu'elle est vraiment très, très amusante. Ils ont des caractères extrêmement différents. Andrew Newberg, qui est professeur de radiologie à l'université de Pennsylvanie, euh, est très rationnel, très rigoureux, très articulé, mais avec beaucoup d'intérêt pour plein de questions auxquelles peut-être certains scientifiques ne réfléchissent pas. Il se définit lui-même comme agnostique, mais quand évidemment les techniques d'exploration du cerveau par imagerie médicale se sont développées, ça l'intéressait de chercher à comprendre tout un ensemble de phénomènes, y compris ce qui relevait de la religion et de la spiritualité. Mhm. Mark Waldman, qui est mon partenaire depuis quelques années, c'est un profil très différent. J'ai envie de dire, Andrew Newberg, ce serait à l'école le premier de classe. Celui qui comprend tout, qui sait tout, qui devine avant qu'on pose la question, qui a un savoir encyclopédique et qui est en même temps assez discret. Marc, c'est un peu le génie créatif, hein. C'est le feu d'artifice de la classe. Mhm. Celui qui à la fois dit un peu tout ce qui lui passe par la tête, mais en même temps c'est toujours intéressant ou génial. On peut jamais s'attendre à l'avance à ce qu'il va dire. Et d'ailleurs, au début de leur collaboration, Andrew Newberg lui a fait passer un scanner pour voir un peu comment son cerveau se fonctionnait. Et Newberg a dit, mais j'ai jamais vu une chose pareille. Les zones du cerveau se connectent et échangent de l'information à très haute vitesse comme ça n'existe dans aucun textbook. Ça s'allume de partout. Voilà. Et donc, Marc, pour moi, est vraiment une espèce de génie créatif, mais c'est de surcroît quelqu'un qui est très rigoureux sur le plan intellectuel et qui est d'une extrême générosité. Donc, les recherches qu'il a commencé à faire avec Andrew Newberg, en fait, ils se sont associés. Et puis, Marc posant plein de questions comme d'habitude, ils ont commencé à concevoir des recherches ensemble pour aller un petit peu plus loin. Et j'ai envie de dire que le binôme est vraiment excellent parce que Andrew Newberg apporte toute cette excellence médicale et scientifique dans une vraie éthique de recherche. Et puis Marc pose toutes les questions intelligentes, farfelues et un peu bêtes qu'on pose quand on est curieux de tout et qu'on s'empêche peut-être de poser si on est trop formaté par la faculté. Et donc, ils ont conduit à partir de là des recherches pendant plusieurs années, notamment en étudiant le cerveau en méditation de personnes provenant précisément de traditions spirituelles, religieuses ou athées différentes. Et en essayant de voir si jamais c'était à peu près les mêmes processus qui se déroulaient, et notamment autour des états de conscience très particuliers générés par les pratiques spirituelles. Et notamment les méditants, hein, si vous méditez au long cours, vous observez déjà qu'il y a des moments où vos pensées s'arrêtent complètement, ce qui n'est quand même pas la manière dont notre cerveau fonctionne d'habitude. Et d'ailleurs, les méditants qui commencent à méditer souvent s'énervent parce qu'ils aimeraient faire le vide, mais c'est pas possible. Le cerveau, Non, il est fait pour générer des pensées. Donc, ils peuvent devenir extrêmement agacés. Mais au bout de plusieurs milliers d'heures de méditation, effectivement, c'est assez simple d'entrer dans un état où littéralement il n'y a plus ou très peu de pensées. Et puis des sentiments de paix, de connexion avec le monde, de confiance dans la vie, de tolérance envers soi-même et les autres. Vous voyez, tout un fruit qui mûrit. Et donc, Newberg et Waldman se sont demandé, mais est-ce qu'on peut associer ce vécu que décrivent les gens qui ont une spiritualité intense et qui va dans cette direction avec ce qu'on observe du cerveau. Et au cours de cette découverte, j'ai envie de dire, mon ami Mark Waldman est arrivé avec cette fameuse proposition de cartographie du cerveau qui, quand je l'ai découverte, a été pour moi, mais vraiment, elle-même transformationnelle. On a un terme en neurosciences aujourd'hui pour décrire, vous savez, ce qu'on représente dans les bandes dessinées par une ampoule qui s'allume. Eureka, I think, etc. Et effectivement, c'est des moments où, en fait, de manière infraconsciente, le cerveau a partagé pendant un certain temps plein d'informations pertinentes
à notre insu, j'ai envie de dire, et tout d'un coup, il y a un fruit qui est mûr, et paf, il arrive dans notre champ de conscience, et on comprend des choses qui étaient restées énigmatiques ou un peu des casse-têtes pendant longtemps, mais d'une manière qui change la donne, j'ai envie de dire. Et c'est justement en tombant sur cette cartographie de la conscience proposée par Marc, suite à ses recherches avec Andrew Newberg, il faut savoir qu'il y a plus de 46 000 recherches scientifiques qui ont été publiées sur la conscience depuis 1946. Alors, évidemment, il les a pas toutes lues, mais il a lu les revues de littérature qui synthétisent les plus importantes, et ayant macéré ça dans son cerveau très imaginatif, il est arrivé avec cette cartographie qui, pour moi, présente un intérêt double. Le premier intérêt, c'est que c'est extraordinairement éclairant par rapport à tout ce qu'on évoque ce soir, et on va peut-être la passer à l'écran dans quelques minutes. Je pense que les gens qui nous suivent vont vraiment pouvoir voir à quel point ça permet de comprendre plein de choses. Mais le deuxième avantage, et ça c'est aussi toute la générosité de Marc, c'est que lui n'est pas intéressé uniquement par la connaissance pure, ce qu'on appellerait les sciences spéculatives ou pures, mais vraiment par en quoi ça peut m'être utile et en quoi ça peut être utile aux autres. Vraiment une science opérationnelle. Et c'est là où j'ai trouvé leur proposition absolument géniale. Elle est simple, mais elle est absolument géniale. Voulez-vous qu'on partage Mais volontiers. Cette image pour que vous puissiez la commenter? Voilà, je vais disparaître un petit peu pour vous laisser la place, mais je suis vigilant. D'accord. Merci. Et donc, on sait tous effectivement qu'il y a des niveaux de conscience différents en nous et des états de conscience différents. Moi-même, j'ai pas mal pratiqué la méditation, l'hypnose, la sophrologie, même la transe au contact de guérisseurs, et on sait que tout d'un coup, on se retrouve dans des états qui sont pas ceux de la normalité, et puis qu'il y a effectivement une forme de hiérarchie, c'est-à-dire qu'il y a des états de conscience qui sont assez primaires ou archaïques. On a beaucoup utilisé la métaphore du cerveau reptilien, alors qui est fausse sur le plan neurologique, mais qui en même temps repère que en nous, il y a des compétences du vivant qui sont équivalentes à celles des lézards. Si je me précipite vers un lézard, il va se pousser, et si une voiture se précipite sur moi, je vais avoir un réflexe de retrait qui va être, au fond, peu différent de ce que vit le lézard si je lui fonce dessus. Et donc, je vous propose d'explorer cette pyramide de la conscience que nous devons à Mark Waldman, où, au plus proche de la réalité matérielle, il y a ce qu'il a choisi d'appeler la conscience instinctuelle. C'est-à-dire que c'est tous les processus sensoriels et émotionnels de base qui sont proches de l'instinct de survie. Alors, il y a eu beaucoup de découvertes faites dans le domaine des neurosciences affectives qui, par exemple, ont montré que tous les mammifères et un grand nombre d'espèces d'oiseaux ont les mêmes affects que nous, les mêmes émotions de base. Si vous retirez un chaton à sa mère pour la donner à une autre famille, elle va vivre intérieurement une douleur de la séparation qui est du même ordre. Alors, il ne s'agit pas d'anthropomorphiser les animaux, mais voyez, les substrats biologiques et neurochimiques et cérébraux sont les mêmes que quand nous, on perd une relation ou un travail. Elle s'en remet, bien sûr, mais il y a une phase de chagrin et de deuil. Et donc, on a en nous déjà tout ce bouquet, j'ai envie de dire, de sensations et d'émotions qui sont parfois difficiles à gérer. Toutes les personnes ce soir qui vivent en couple savent que par la proximité, évidemment, qu'on se bouscule plus que dans d'autres relations, et il y a des moments où l'agacement, la colère, le ressentiment qu'on peut sentir dans la vie conjugale, c'est pas toujours simple à gérer. Des fois, c'est tempétueux. C'est pas le seul espace, bien sûr. Ouais, mais quand on veut construire une maison, on frictionne les briques les unes contre les autres. Ça fait parfois des étincelles, mais au moins ça construit la maison. Exactement. Donc là, on est en bas de la pyramide, dans un niveau très biologique, c'est-à-dire que d'autres espèces partagent ces caractéristiques avec nous, et on est dans l'univers des perceptions. Un deuxième étage tient au fait que notre cerveau, pour se simplifier la vie, automatise énormément de choses. C'est-à-dire que si nous devions en permanence réfléchir à toute notre orientation dans la vie, ça serait extrêmement coûteux en termes neurologiques. Donc, on crée des stéréotypes et des habitudes. Par exemple, si je prends un verre avec ma main,
Je peux le faire absolument sans réfléchir. Pourquoi? Parce que mon cerveau a créé un stéréotype vert, et donc ma main sait à peu près comment le prendre. Elle va juste s'adapter selon que c'est un petit verre ou un grand verre, sa matière ou tout ce que vous voulez, mais vous voyez ce que je veux dire. Alors que si je prenais un objet que j'ai jamais pris dans ce sens-là, comme une calculette, là, si tout d'un coup je dois la passer d'une main à l'autre dans une forme bizarre, vous voyez, je suis obligé de ralentir parce qu'il faut que j'intègre un ensemble d'informations. Et en fait, on a des structures au cœur de notre cerveau qu'on appelle les ganglions gris basaux, qui ont comme charge, comme responsabilité d'automatiser le plus de choses possible. Si par exemple vous apprenez à jouer un instrument de musique, moi-même je me suis mis à la guitare quand j'avais 50 ans. Et pourquoi pas? Vous savez que poser les doigts et les faire bouger en synchronisant l'autre main, au début on a l'impression d'être un bobet total. Et puis, en répétant la même phrase ou le même accord jour après jour, au bout d'une semaine, on le maîtrise parfaitement. Hein, parce que ça s'est inscrit dans cette conscience automatique. Ouais. Et donc, on a toute une banque de données, de réponses automatisées qui nous permettent de faire plein de choses en pensant à autre chose la plupart du temps, parce que c'est pris en charge, j'ai envie de dire, par ce niveau automatique. L'étage suivant, la conscience ordinaire, c'est là où la pensée intervient. Une fois que je sais où poser mes doigts, j'ai plus besoin de penser à où les poser. Quand j'ai une réaction instinctive, la pensée, elle vient après. Au niveau de la conscience ordinaire, nous avons tout ce qui relève de la rationalité, de l'analyse, de la prise de décision, de l'intention, et grosso modo, ça correspond à ce que l'on attribuait à tort auparavant au cerveau gauche. Vous vous souvenez, il y a eu cette distinction cerveau gauche, cerveau droit qui a eu droit de citer pendant très longtemps. Elle est fausse sur le plan neurologique, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Par contre, elle est pas fausse sur le plan sémantique, c'est juste qu'elle est mal attribuée, parce qu'effectivement, nous avons d'un côté la ressource de la pensée rationnelle analytique et de l'autre la ressource de la créativité. Et en fait, vous voyez, la conscience créative, elle est au-dessus. Ce sont deux systèmes qui nous occupent en alternance tout au long de la journée. Il y a des moments où nous nous concentrons sur quelque chose et nous faisons abstraction du reste. À ce moment-là, on est capable de rationalité, on est bon analytiquement. Par contre, on n'a accès qu'au passé. Tout ce qu'on sait et tout ce qu'on sait comment faire, j'ai envie de dire. Donc, je peux rencontrer un bilan comptable, mais je serai uniquement dans ma rationalité parce que, et si j'identifie qu'il y a quelque chose que je ne sais pas, je vais aller le chercher pour pouvoir comprendre le document. La conscience créative, elle correspond à cet état de vagabondage mental, d'attention flottante, de rêverie. Vous savez, où on part dans le coq à l'âne. On suit une pensée après l'autre, un bout de ficelle, selle de cheval, cheval de course, course à pied, etc. Enfin, tous ces petits trucs, on se fait juste prendre dans un espèce de nuage de pensée, de perception, et où c'est plus focalisé. C'est un état extrêmement intéressant et les deux sont complémentaires. Quand on analyse un petit peu nos journées, nous passons à peu près la moitié du temps dans ces vagabondages mentaux. Donc c'est beaucoup quand même. C'est quand nous sommes perdus dans nos pensées. Par exemple, si la conscience automatique a bien intégré la conduite, ben souvent en conduisant, on peut penser à autre chose, etc. Et en fait, c'est comme deux flotteurs, si vous voulez. La conscience ordinaire, rationnelle, ce qu'on appelle le mode du contrôle exécutif techniquement, c'est très focalisé, c'est efficace, mais ça s'épuise assez vite. C'est pour ça notamment que les conférences TED sont limitées à 18 minutes. Vraiment, en 18 minutes, les gens sont largués dans la Lune. Salut. Et nous, on est beaucoup plus ambitieux que ça, parce que là, ça fait déjà une bonne heure que je parle, et ça veut dire que la plupart des gens qui nous suivent ont dû partir dans la Lune déjà quelques fois, et puis se dire, ah, mais attends, qu'est-ce qu'il vient de dire là? Parce qu'en fait, notre cerveau est obligé de changer de registre
notamment pour recycler les neurotransmetteurs qui viennent d'être dépensés pendant une période de concentration. La conscience créative ou l'imaginaire ou l'attention flottante, c'est un état qui a beaucoup de caractéristiques intéressantes. D'abord, contrairement à ce qu'on pourrait penser, nous avons l'impression d'être dans plus d'activité cérébrale quand nous sommes concentrés sur quelque chose. Ça demande un effort, on est concentré. Mais en fait, quand on regarde ce qui se passe réellement, c'est au moment où on défocalise, c'est-à-dire où on part dans la lune, que le cerveau s'allume et que l'activité cérébrale augmente. La différence, c'est quand on est concentré, c'est vraiment le cortex préfrontal qui est surtout actif et le reste du cerveau fait un peu la sieste. Alors que quand on défocalise, il y a tout qui s'allume. Et à ce moment-là, le cerveau devient très créatif. En conscience ordinaire, rien d'inattendu ou de nouveau ne se passe. Quand on est dans l'attention flottante, je vais être totalement incapable de prédire la pensée qui va me venir dans une minute. Parce qu'il y a cette espèce de jeu créatif qui se met en branle. Et il y a un ensemble de fonctions utiles pour le cerveau qui sont principalement le recyclage des neurotransmetteurs, le partage de l'information à un niveau infraconscient, c'est-à-dire que ce sur quoi on vient de se concentrer, le cerveau y réfléchit à bas bruit, en mobilisant toutes les différentes parties du cerveau et toutes les fonctionnalités qui le servent. Et puis, le grand intérêt de cet état de conscience, c'est l'inventivité. C'est de là que naissent des idées inattendues. Alors, par exemple, tous ceux qui ont des enfants savent qu'ils s'ennuient facilement. Aujourd'hui, avec les écrans, c'est un peu moins vrai, malheureusement. Et puis, quand ils s'ennuient, c'est une très bonne chose, parce que qu'est-ce qu'ils font ? Ils trouvent des bonnes idées pour s'amuser. Ils sont là, je m'ennuie, je sais pas quoi faire. Les parents, si ce sont de bons parents, frustrent beaucoup les enfants en leur disant, mais tu sais, c'est très bien de t'ennuyer, ça veut dire que tu vas bientôt trouver une très bonne idée pour t'amuser. L'enfant aurait préféré qu'on lui donne un écran ou qu'on lui fasse une proposition. Et puis 2 minutes après, l'enfant a trouvé un truc et il est parti pendant 1 heure dans un nouveau jeu. Vous voyez, c'est dans ce vide intérieur qu'émerge quelque chose de nouveau, d'intéressant et de créatif, et notamment toute la compétence de résolution de problèmes, pour utiliser des mots un peu techniques et pas jolis, est une émergence de cet état de conscience. Et puis c'est aussi dans cet état de conscience qu'on imprime dans la mémoire longue. Et pour imprimer au mieux dans la mémoire longue, si on lit quelque chose d'intéressant, alors tout ça, ça fait partie du programme NeuroWisdom, parce que toute la pédagogie est basée sur ce que je suis en train de vous expliquer. Mais la meilleure chose, c'est de prendre une petite partie de contenu, 3 ou 4 idées intéressantes, pas plus, puis de faire une pause, partir dans la lune, bâiller, s'étirer, penser à rien, parce que c'est à ce moment-là que le cerveau imprime. Et si on est juste dans une avalanche d'informations qui se succèdent, comme c'est le cas dans la vie contemporaine, ça veut dire que notre cerveau n'a plus le temps nécessaire à faire ce travail de mémorisation. Alors, il faut aussi savoir que cet état d'attention flottante et de vagabondage, s'il devient excessif, peut être envahissant. Vous savez qu'il y a pas mal de livres qui s'appellent comment arrêter le hamster dans ma tête, comment penser moins, comment être moins congestionné par mes pensées. Et ça, c'est un signe que cet état de vagabondage mental est excessif. Et c'est notamment ce qu'on trouve dans les troubles psychotiques ou la dépression. C'est qu'il y a trop de nuages à l'intérieur. Et en effet, pour passer tout au long de la journée d'un état à l'autre, même dans des séquences relativement brèves. Alors tout ça, c'est du connu, hein, j'ai envie de dire, et notamment, vous voyez, ça recoupe bien cerveau reptilien, cerveau droit, cerveau gauche, même si c'est des concepts qui sont faux, mais enfin, on voit bien que l'attribution était pertinente. Et puis, le niveau suivant répond à cette question que vous avez soulevée, Frédéric, hein, qu'est-ce que la conscience? C'est-à-dire que ce sont ces compétences évoluées qu'on ne retrouve à notre connaissance que dans l'espèce humaine, qui est la capacité d'avoir un regard sur ce qu'on est en train de vivre
et donc de vivre en quelque sorte sur 2 étages. J'ai une émotion qui a été déclenchée par quelque chose, mais au lieu d'être pris dans l'émotion comme dans un toboggan, il y a quelque chose en moi qui est capable d'observer ce que je suis en train de vivre et de comprendre, par exemple, que si parce que je suis en colère, je fais n'importe quoi, je vais me mettre en difficulté. Et cette compétence, c'est ce qu'on appelle le réseau de salience aujourd'hui en neurologie, c'est-à-dire c'est ce réseau qui en nous évalue ce à quoi il convient d'attacher de l'importance. Et c'est quelque chose qui peut s'entraîner, notamment par les pratiques de méditation ou d'introspection. La méditation, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, c'est pas faire le vide, c'est se poser et observer ce qui est. C'est plus judicieux. C'est plus judicieux et d'abord c'est plus accessible et c'est du bon sens parce que faire le vide, c'est vraiment conceptuel et comme vous l'avez dit, c'est très compliqué. Tout à fait. Là, je suis assis, j'observe, tout d'un coup, j'ai une tension dans une partie du corps. Hein. Et puis, j'ai telle pensée qui me vient. Et vous savez, la pensée, c'est un peu comme ces ski lifts de l'ancien temps pour les enfants où on pouvait accrocher le câble et partir avec. Et soit j'accroche la pensée, je me fais prendre, je reviens dans le mode par défaut, c'est le bout de ficelle, celle de cheval, etc. Soit j'observe, ah oui, il y a cette pensée qui est arrivée. Et comme elle a beaucoup de valence pour moi, je risque de m'y accrocher et de partir, mais je reste ici, je la lâche et j'observe ce qui se passe. Ouais, c'est ça la méditation pleine conscience, c'est ça? Exactement. Ouais, ça prend son sens. Là, j'observe que je suis plus tendu physiquement, je respire moins bien, j'ai été contrarié par le fait que cette pensée soit venue. Ok. Et je reviens en position neutre, j'observe ce qui se passe après. Et à force d'être dans ce travail d'observation, on renforce en fait certaines structures du cerveau qui sont celles qui gèrent la conscience de soi et des autres, donc ça permet de mieux comprendre aussi les gens autour de nous. Hein, ça, on le sait tous intuitivement. Il y a des gens avec qui, je veux dire, ils remarquent même pas ce qu'on est en train de vivre. Donc, si j'arrive un jour et que je suis un peu tendu, ils vont même pas le remarquer, ils vont même pas me poser de questions. Puis il y a une autre personne où j'ai à peine un sourcil un peu levé, il dit mais tu penses à quelque chose? Oui, il est très très préoccupé par l'autre. Donc première conscience de soi et des autres, la conscience sociale et notamment la notion de bien commun, et puis la conscience spirituelle. Tout ça est piloté, géré par les mêmes structures du cerveau qui sont le cortex singulaire antérieur, l'insula pour principalement. Et tout ça, c'est cet étage de réflexivité. Après, on sait bien aussi, on voit autour de nous qu'il y a des gens qui sont assez conscients d'eux-mêmes et d'autres pas du tout. Toutes leurs convictions, c'est des vérités absolues dont ils doivent convaincre les autres, mais il n'y a pas cette réflexivité qui fait dire, bah oui, moi j'ai tendance à être convaincu que ça, mais c'est pas forcément le cas pour tout le monde, ou peut-être que quelqu'un voit les choses différemment. Quand ces structures sont pas développées, les gens ne peuvent même pas comprendre que les autres voient les choses différemment ou l'accepter. Plus dogmatique, ouais. Bah, c'est le risque. Ouais. Donc la conscience réflexive, vous voyez, c'est tout ce qui donne ou permet une appréhension intuitive, non critique et symbolique de soi et des autres. Jean-Dominique, peut-être je vous laisse avancer sur le dernier point avant de nous présenter quand même le programme NeuroWisdom parce que c'est une espèce de clé. Hein, oui. Tout cela. Oui, et alors, oui, peut-être même, j'aurais pu le mentionner avant, en réponse à une de vos questions, il y a effectivement des différences très claires entre l'espèce humaine et sa neurologie et l'ensemble des autres espèces. Et notamment le fait que notre neurologie à nous est extraordinairement évolutive. Elle est plastique. Elle se développe au cours du temps. Le cerveau d'un chien ou d'un dauphin aujourd'hui est le même que le cerveau d'un chien il y a 10 000 ans. Il n'y a pas d'évolution de la structure. Alors que nous, par exemple, réfléchissons, il y a 6 000 ans en arrière, personne ne savait lire et écrire. Aujourd'hui, n'importe quel enfant apprend très tôt à l'école à faire des petits pattes de mouche sur du papier, puis en voyant des pattes de mouche, à reconstruire un discours dans sa tête. Et ça s'est accompagné du développement de certaines structures. Donc, on a un potentiel pour faire évoluer nos structures neuronales.
et à l'intérieur d'un projet d'espèce qui n'est pas, qui est lui-même évolutif. Nous ne vivons pas aujourd'hui comme il y a 10 000 ans. Les gens qui vivront il y a 10 000 ans, si on ne s'est pas détruit entre-temps, ils auront des conditions de vie qui n'ont rien à voir avec les nôtres. Et nous avons notamment une boucle cybernétique entre le cerveau, c'est-à-dire que ce que nous vivons et le bain de culture que nous recevons sculpte le cerveau, si vous voulez, d'une certaine manière, ce qui nous conditionne ou nous préfigure. Et donc ça va influencer le type de pensée, d'émotion, de croyance, de spiritualité que nous avons. Mais nous pouvons aussi, avec une certaine liberté de choix sur nos pensées, visions du monde et émotions, sculpter notre propre cerveau. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est d'ailleurs exactement ce qu'on observe dans le rétablissement. Ce qui fait qu'un alcoolique qui était pris en boucle dans le besoin de boire et qui, même s'il avait compris qu'il se faisait pas du bien, qu'il se mettait en danger, qu'il faisait souffrir les autres et qu'il se faisait souffrir lui-même, n'arrivait pas à sortir du cercle vicieux. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui devient possible. Et on voit dans des cas comme ça qu'il y a des modifications des structures cérébrales. Donc, nous, c'est extraordinaire parce que notre câblage prédétermine nos contenus de pensée et nos émotions, mais nous pouvons choisir d'entretenir certaines émotions, certaines pensées et certaines pratiques psychospirituelles pour faire évoluer notre câblage. Et le dernier étage, c'est justement ça. C'est cette conscience transformationnelle, c'est-à-dire qu'il y a, et je crois qu'on l'a tous vécu, à certains moments dans nos vies, des prises de conscience qui changent la donne. Ça change notre paysage. Vous voyez, j'ai été actif professionnellement pendant 10 ans dans un métier. J'étais sûr que c'était ce que je voulais que je fasse. Puis tout d'un coup, je me rends compte que non. C'est mes parents ou qui sais-je qui ont dit ce serait bien que tu fasses ça ou on aimerait bien que tu fasses ça. Je m'en suis convaincu moi-même. Mais au bout de 10 ans, je me rends compte que non, c'est pas ce que j'ai envie de faire dans la vie. Et vous voyez, quand tout d'un coup, il y a une prise de conscience qui change la donne. Ce qu'on appelle les aha moments, la conscience transformationnelle. Et donc, ça permet de grandir dans la vie, d'évoluer et de passer à quelque chose de plus grand, de meilleur. Et là encore, les recherches de Newberg et Waldman ont permis vraiment de documenter la réalité de ces processus et la manière dont ils émergent à l'intérieur du cerveau, avec aussi toutes les compétences existentielles que cela donne. Alors, vous voyez, comment dirais-je, c'est une cartographie qui permet effectivement de bien s'observer soi-même et d'observer les autres, mais après, quand on entre dans une compréhension fine de toutes ces différentes réalités, une chose que je me sens un peu obligé de dire par rapport à la psychopandémie, donc cette panique qui a été instaurée par les autorités depuis 3 ans pour une épidémie qui, selon les meilleurs épidémiologistes, était bénigne, c'est que si plus de gens étaient conscients de tout ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire que quand on nous fait croire que nous sommes en danger de mort, il y a quelque chose qui panique tellement dans la conscience biologique que le néocortex devient peureux et peu apte à se renseigner sur les choses, et qu'à partir de ce moment-là, quelqu'un qui aurait des mauvaises intentions à notre égard peut nous pousser dans la direction dont il a envie. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des gens qui ont juste été, qui ont beaucoup régressé sur le plan de leur conscience et sans possibilité de se protéger par rapport à la manipulation dans laquelle nous étions. Alors, il y a Fred Latouche qui demande, peut-être ça ferait peut-être le lien avec le propos d'après. Pouvez-vous nous expliquer le fonctionnement des émotions? Comment sont-elles créées? Sont-elles vraies? Vrai, c'est peut-être un mot un petit peu vaste et dur, mais on les ressent. J'adore les bonnes questions. Oui, bien sûr. On adore les bonnes réponses. Oui, parce que là encore, vous voyez, moi, je sais pas comment vous avez vécu vos vies, mais moi, quand je regarde en arrière, je me rends quand même compte que je suis arrivé dans l'âge adulte à 20 et quelques, en me disant, c'est bon, j'ai tout compris, je suis the king of the world et je vais avoir une vie géniale. Ouais. Et puis, en fait, quand je regarde en arrière, il y avait plein de trucs dont j'avais juste aucune idée.
mais avant de les apprendre, je pouvais juste pas le savoir. Ouais. Et moi, je trouve que l'éducation aux émotions est vraiment la chose qui serait le plus utile à notre civilisation et à notre société. Et la question de monsieur est tout à fait pertinente. Une émotion, elle est toujours pertinente parce que c'est le signal qu'un besoin fondamental est soit comblé, et à ce moment-là, c'est une émotion positive, soit en souffrance. Et à ce moment-là, c'est une émotion négative. Si je suis aimé, je vais ressentir de la tendresse et de la joie. Si je suis avec des gens qui sont bienveillants à mon égard, on va très vite être joueurs les uns avec les autres. Le jeu, c'est une des grandes émotions qu'on retrouve dans toutes les espèces. Vous pouvez jouer avec un chat, avec un chien, avec un... Ce qu'ils aiment bien aussi. Dès qu'on a une confiance relationnelle, la possibilité du jeu émerge. Et puis les émotions négatives, c'est qu'il y a des besoins en souffrance. La colère, je l'ai nommé, c'est le besoin d'intégrité et de justice. Si quelque chose vient menacer mon intégrité physique ou psychique, j'ai la colère. Et moi, je suis en colère contre Macron. Pourquoi? Parce que ça fait 3 ans qu'il maltraite la population avec des mensonges d'État, qu'il y a des doubles standards, où d'un côté, on persécute des gens qui sont honorables, qui ont fait de leur mieux, et d'un autre côté, on donne la Légion d'honneur à des crapules. Vous voyez, ça me met en colère. Mais pourquoi? Parce que j'ai un besoin de justice, j'ai un besoin d'intégrité, j'ai un besoin que les gens valeureux soient honorés et que les gens qui sont pas honnêtes ne soient pas récompensés. Vous voyez ce que je veux dire? Au minimum, oui. Au minimum. Et la tristesse, c'est un besoin de connexion, c'est un besoin d'être consolé. Le chagrin, c'est qu'on a subi une perte et qu'on est en train de vivre le deuil de cette perte. Ça peut s'appliquer à une relation amoureuse, à la perte d'un être cher, à la perte d'un travail. La peur, c'est qu'on a un besoin de sécurité. Il y a un danger qui me menace. Alors, les émotions sont toujours justifiées. Après, la question, c'est quels moyens je me donne pour répondre aux besoins. Alors, par exemple, ma colère contre Macron, moi-même, je l'ai beaucoup mise en œuvre à travers l'écriture. J'ai beaucoup produit d'éclairage, de propositions de compréhension pour, voilà, ça me tenait à cœur que d'autres personnes puissent entendre le côté malhonnête et injuste de ce qu'il était en train d'imposer. Maintenant, évidemment qu'on a vu, pour revenir aux 3 ans écoulés, qu'il y a des gens, alors vous savez qu'en dessous de 70 ans, sauf maladie grave, vous n'avez couru aucun risque de mortalité supérieure à aucune autre année. C'est pas plus en danger en 2020 qu'en 2015, qu'en 2012 ou qu'aujourd'hui. Pourtant, l'immense majorité des gens étaient persuadés qu'ils étaient en danger de mort. Et que si la personne dans le bus portait pas son masque, ça pouvait les tuer. Et c'est là aussi où j'en veux à Macron et au gouvernement, c'est-à-dire qu'ils ont créé une psychose où les gens se sont imaginés être en danger. Alors après, ces gens, ils ont eu les émotions correspondantes. Parce que le cerveau n'arrive pas à faire la différence entre ce qui est vrai et pas vrai, entre l'imaginaire et l'irréel, dans ces niveaux de réalité-là. Et donc, on peut bien sûr avoir des émotions qui naissent d'une interprétation erronée du réel ou de la projection dans le réel de quelque chose de notre passé. Il y a quelque chose que j'ai vécu il y a 40 ans qui a été très douloureux, et dans une situation présente, c'est ça qui va se réactiver, même si la réalité n'est pas du même ordre. Et c'est là où nous avons besoin de la réflexivité, de la conscience réflexive, qui est justement le fait de savoir, mais attendez, est-ce que je suis en danger ou pas? Est-ce que ce virus tue énormément? Vous vous souvenez, il y a eu des gredins à l'Assemblée nationale qui sont venus dire c'est comme la peste noire au Moyen-Âge. Carrément, oui, bien sûr. Vous vous souvenez de ça? Ça, c'est une parole qui fait paniquer, c'est terrifiant. Donc, à partir de ma conscience rationnelle, il faut que je me dise, est-ce que cette information est vraie ou pas? Mais la plupart des gens n'ont même pas pu imaginer, conscience créative, que le gouvernement pouvait nous mentir. Et vous l'avez entendu, combien de gens nous ont dit, je ne peux pas croire que. Ouais, c'est ça. C'est un manque d'imagination. C'est un manque d'imagination. Ça veut dire que le cerveau imaginaire, et je touche le cerveau droit, il n'est pas là, il n'est pas assez actif, et puis qu'il n'y a pas la réflexivité pour se dire et se demander. Et ce qu'on a vu tous en l'occurrence, c'est que des gens sont devenus complètement illogiques.
complètement illogique. Parce qu'à ce moment-là, toute cette architecture cérébrale et ces différents niveaux de conscience, vous voyez, dans une bonne réponse, ok, on me dit que je suis en danger de mort, je vais voir les chiffres, ce que disent les meilleurs épidémiologistes, ils m'expliquent que non, je suis pas plus en danger qu'une autre année, que si j'attrape le Covid, je suis pas cancéreux, cardiaque, obèse, j'ai pas plus de 70 ans, ben, je vais avoir un mauvais rhume pendant quelques jours. Voilà, relax. Et d'ailleurs, la bonne réponse aux épidémies, vous savez, c'est mon métier, je l'ai assez dit, c'est de ne rien faire. On aurait vécu normalement, tout ça serait passé comme une fleur, en protégeant bien sûr les personnes âgées et à risque. Donc vous voyez, l'émotion, bien sûr qu'elle est toujours valide, mais après se pose la question de la questionner, de la rencontrer. Et c'est là, alors là, je vous ai présenté plutôt comment dirais-je, les propositions plus théoriques de Mark Waldman, mais où, notamment dans le programme NeuroWisdom, il propose tout un ensemble d'expériences pour explorer ces différentes dimensions et par l'expérience qui fait sens, arriver à poser tout ça sur la meilleure base possible. Vous vous souvenez d'Astérix et Cléopâtre, hein? Et à un moment donné où Obélix veut parler égyptien, alors vous avez un Égyptien qui dit un très bel hiéroglyphe, puis Obélix le répète, puis c'est une espèce de silhouette complètement comme un dessin d'enfant mal fait. Dire, il n'arrive pas à reproduire le truc bien fichu. J'ai envie de dire, on est tous un peu dans ce cas de figure, c'est-à-dire que notre conscience, elle est un peu dans tous les sens. Avant qu'on ait appris comment tout ça s'ordonne et qu'on ait visité un peu les différents volets. Et puis au fur et à mesure qu'on fait ça, les choses se posent, les choses s'apaisent, on comprend mieux soi et les autres, on arrive mieux à faire cas de ce que nous vivons. Et donc c'est là où, Dieu merci, on a des propositions qui permettent d'aller dans cette direction aujourd'hui. Alors peut-être rentrer